Très bien. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi pour cette présentation de ma personne outrageusement flatteuse. Je vous propose effectivement ce soir de discuter à la fois d'état des lieux, de trajectoire et du rôle des entreprises, avec un exposé que je vais essayer de diviser en deux parties. D'abord, préciser où nous en sommes et essayer de clarifier en particulier trois malentendus sur où nous en sommes, sur l'état des lieux actuel, qui, s'ils ne sont pas dissipés, risquent malheureusement de mal orienter nos trajectoires de transition. Ensuite, dans une deuxième partie, j'essaierai de préciser quels sont les leviers à disposition des entreprises et pourquoi les entreprises ont un rôle absolument fondamental à jouer pour réussir ensemble cette transition, non seulement pour elles-mêmes, mais pour la société tout entière. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder quelques instants cette publicité parue il y a 62 ans dans le grand magazine américain Life, une publicité pour une des grandes compagnies pétrolières de l'époque, Humble, qui, comme vous le voyez, porte assez mal son nom, puisque Humble se vante dans la publicité de pouvoir chaque jour fournir suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Voilà, voilà. Et la publicité continue. Si vous lisez les petits caractères, je vous lis le début, cet énorme glacier est resté intact pendant des siècles. Pourtant, l'énergie que fournit Humble, si elle est convertie en chaleur, pourrait le faire fondre à un rythme de 80 tonnes par seconde. Une des rares publicités non mensongères de l'histoire de la publicité, qui évidemment nous fait rire un peu jaune aujourd'hui parce qu'elle traduit bien au fond à quel point nous avons pendant très longtemps été aveugles aux conséquences climatiques, environnementales de nos activités économiques et industrielles. Aujourd'hui, comme on l'a dit dans l'introduction, nulle entreprise, et j'ai envie de dire personne, ne peut rester aveugle aux conséquences environnementales et climatiques de nos activités. Et à l'évidence, toutes les entreprises ont bien compris qu'elles allaient désormais devoir intégrer la question de l'impact climatique dans leurs activités, potentiellement dans leur comptabilité, comme la nouvelle directive européenne les y oblige depuis cette année, aussi potentiellement dans leur mode de production et aussi peut-être potentiellement dans leur modèle d'affaires. Mais très clairement, pendant les 30 Glorieuses, l'environnement n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet ni pour les entreprises, ce n'est pas un sujet non plus pour les gouvernements. Il faudra attendre le début des années 70 pour que soient mis en place les premiers ministères de l'environnement, les premières agences de protection de l'environnement. En France, ça sera en 1971 dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas. Et la conséquence de notre aveuglement des 30 Glorieuses, c'est évidemment que le changement climatique a cessé d'être un concept un peu abstrait et distant pour devenir désormais une réalité matérielle. 7 Français sur 10 déclarent déjà faire l'expérience des impacts du changement climatique dans leur vie de tous les jours. Et la conséquence la plus manifeste du changement climatique, ce sont évidemment les records de température que nous battons désormais à intervalles de plus en plus réguliers. Ça a commencé il y a une dizaine d'années avec l'année 2014, qui est devenue l'année la plus chaude depuis l'invention du thermomètre. Record qui a immédiatement été balayé par 2015, balayé ensuite en 2016, 2017 médaille d'argent, 2018 l'année la plus chaude en France, puis 2019 ravi la médaille d'argent en 2017, 2020 met tout le monde d'accord, avant de se faire éjecter de la première place par 2021, qui elle-même se fait balayer par 2022, et puis arrive 2023. Alors 2023, c'est Léon Marchand, c'est le record qui efface tous les autres des tablettes, c'est carrément l'année la plus chaude
sur les 100 000 dernières années. Et le problème que nous avons, et c'est le premier malentendu, je crois, qu'il faut dissiper concernant l'état des lieux, c'est que nous avons encore volontiers tendance à considérer que ces records de température, comme du reste d'autres manifestations du changement climatique, sont des événements exceptionnels. Nous parlons encore de températures exceptionnelles, nous parlons de phénomènes hors normes, de températures anormales, et surtout, nous parlons encore très volontiers de crise climatique, qui est un terme qu'on répète un peu à l'envi dans énormément de discours politiques, médiatiques ou militants. Et je comprends évidemment pourquoi on parle de crise climatique. C'est pour souligner l'urgence à agir, l'impatience devant nos blocages. Mais le problème, si on parle de crise climatique, c'est aussi qu'on donne aux gens l'impression que nous serions face à une période certes difficile, mais temporaire. Et qu'une fois cette période passée, il y aurait la possibilité d'un retour à la normale. Or, et je crois que c'est l'information la plus déprimante qu'il faut accepter quand on parle de changement climatique, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale. En tout cas, pas en l'espace de ce siècle, ce qui veut dire, si comme moi vous êtes né au XXe siècle, que de notre vivant, nous ne verrons pas les températures baisser. Tout au mieux, verrons-nous, vers la fin de votre vie, une stabilisation des températures. Si vous êtes né au XXIe siècle, et j'imagine que c'est le cas de certains dans cette salle s'il y a des étudiants, vous aurez sans doute la chance, au moment où vous prendrez votre retraite à l'âge de 78 ans, vous aurez sans doute la chance, à ce moment-là, de voir un léger déclin des températures et vous aurez la satisfaction de pouvoir expirer votre dernier souffle en sachant que le problème climatique est désormais derrière nous et que c'est un problème que nous avons résolu. Mais pour tous les autres, nous devons absolument intégrer le fait que les températures vont continuer à monter et que donc nous allons battre record de chaleur sur record de chaleur. Et qu'il n'y aura pas de retour à la normale pour la bonne et simple raison que la normale ne se trouve pas derrière nous, mais se trouve au contraire devant nous. On le voit assez bien sur ce graphique, dont les barres horizontales représentent différentes latitudes à la surface du globe, de Moscou en haut jusqu'à Alice Springs en Australie en bas, et dont les barres verticales, quant à elles, représentent chacune une année donnée, depuis la fin du 19e jusqu'au début du 21e siècle. Et on voit très bien que tout au long du 20e siècle, on a une alternance d'années bleues et d'années rouges, parce que les années sont coloriées en bleu ou en rouge selon que la température a été inférieure ou supérieure à la normale, à la moyenne. Et vous voyez très bien que, alors que le XXe siècle est caractérisé par une alternance d'années plus chaudes et d'années plus froides, à l'évidence, au tournant des années 2000, les températures deviennent de plus en plus chaudes à toutes les latitudes de la planète. Et c'est quelque chose qui va se poursuivre. En d'autres termes, nous sommes ici non pas face à un phénomène exceptionnel, non pas face à une crise, mais nous sommes face à une transformation profonde et durable des conditions de vie sur la planète, qui va donc nécessiter de notre part, en termes de réponse, des transformations profondes et durables dans la manière dont nous organisons la société, l'économie et aussi forcément la vie des entreprises. C'est fondamental, parce que si nous traitons le changement climatique comme une crise, si nous pensons qu'il y aura un retour à la normale, nous allons prendre des réponses qui seront mal guidées en termes de transition. Vous vous souviendrez par exemple qu'au début de la crise du Covid, il y en avait beaucoup sur les réseaux sociaux ou dans la presse qui publiaient de longs billets ou des tribunes du fait qu'à l'évidence, on semblait prêt à prendre face au Covid des mesures beaucoup plus drastiques
que face au changement climatique. Et les gens concluaient généralement en disant que c'est parce qu'on n'avait pas réalisé à quel point le changement climatique était grave, et que si on réalisait la gravité et l'urgence du problème, alors sûrement que nous serions prêts à prendre des mesures comparables à celles qu'on avait prises pour le Covid. Je pense en réalité que c'est une réponse simpliste, et que si à l'évidence les mesures prises face au Covid ne peuvent pas être répliquées face au changement climatique, c'est aussi parce qu'il s'agit de deux problèmes qui sont fondamentalement différents l'un de l'autre dans leur nature. Ce qui a fait que nous avons accepté, bon gré mal gré, les mesures de lutte face au Covid, aussi contraignantes, aussi coercitives que ces mesures aient pu être, eh bien c'est parce que nous savions évidemment qu'il s'agissait de mesures temporaires et que ces mesures étaient la condition d'un retour à une vie normale. Si on avait dit aux gens qu'ils allaient devoir rester confinés chez eux pendant 25 ans et que 25 ans plus tard, quand ils seraient enfin autorisés à sortir, le Covid serait toujours là, je n'aurais pas voulu être à la place du ministre de la Santé et qui aurait dû faire cette annonce en conférence de presse. Et on voit bien d'ailleurs que plus la crise du Covid s'étalait dans le temps, moins les mesures de lutte contre le Covid étaient acceptées par les gens. Si le gouvernement renonce à imposer un 4e confinement alors que la situation sanitaire aurait pu y conduire, c'est évidemment parce que le gouvernement sait bien que ce 4e confinement n'aurait pas été respecté et aurait donc été inutile. Et je pense que nous devons absolument tirer les leçons de cela pour la transition. La physique du climat, la nécessité de gouverner ce changement dans le long terme impose que nous mettions en place des mesures qui soient véritablement transformatrices et que nous puissions tenir dans le long terme. Et c'est là où la question de l'urgence climatique est aussi en quelque sorte une forme d'urgence démocratique, parce que bien entendu, plus nous allons tarder à engager cette transformation, plus nous allons tarder à choisir, plus notre choix va être contraint. Or, la meilleure garantie que nous ayons de pouvoir tenir ces mesures dans le long terme, c'est évidemment que nous les choisissions ensemble. C'est pour ça que je me méfie aussi beaucoup de mesures autoritaires qui pourraient être prises, à la fois pour les menaces qu'elles pourraient représenter pour les droits et libertés, mais aussi pour de simples questions d'efficacité. Il va falloir tenir ces mesures dans le long terme. Il ne s'agit pas de les abandonner à la première turbulence venue, à la première occasion qui se présentera. Et c'est pour ça que je suis toujours parfois un peu inquiet en discutant avec des élus, qu'ils soient élus au niveau local, national ou européen, de voir que leur préoccupation première, c'est souvent la question de l'acceptabilité des mesures de transition. Comment va-t-on faire pour rendre la transition acceptable aux yeux de la population et en particulier aux yeux de nos électeurs? Et je leur dis toujours, les amis, si on vise l'acceptabilité, sincèrement, on ne va pas aller très loin. On va prendre quelques ajustements à la marge, qu'on acceptera du bout des lèvres parce qu'il faut bien, et dont on essaiera de se débarrasser à la première occasion venue. L'enjeu fondamental, je crois, c'est de passer de l'acceptabilité à la désirabilité. Et c'est la meilleure garantie que nous ayons de tenir ces mesures dans la durée. Et c'est là, évidemment, où les entreprises vont pouvoir jouer un rôle majeur, précisément parce que les choix, les démarches dans lesquelles elles vont s'engager, vont être des choix, des stratégies d'entreprise qu'elles vont évidemment essayer de déployer sur le long terme en tenant le cap. Et ça, c'est fondamental, et on voit bien aujourd'hui à quel point le politique a du mal à tenir ce cap. Or, la transition a besoin d'un cap de long terme, a besoin d'une gouvernance dans le long terme, certainement pour la durée du siècle. C'est le premier point, le premier malentendu à dissiper. Le second, qui touche aussi à l'état de la situation, c'est que nous ne sommes pas face à un problème binaire,
mais nous sommes face à un problème graduel. Chaque dixième de degré d'élévation de la température va compter énormément, va faire une énorme différence. Ce qui veut dire aussi que chaque tonne de gaz à effet de serre qui est envoyée ou pas dans l'atmosphère va également faire une énorme différence. Et ce qui veut dire, dès lors, qu'il n'y a absolument aucune action qui soit inutile contre le changement climatique. Tout ce que nous allons engager, décider, entreprendre, va faire la différence. Chaque décision que nous prendrons, chaque action que nous mènerons, chaque initiative, chaque innovation que nous lancerons, va faire une énorme différence, va compter énormément. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental. Et c'est, je pense, peut-être l'élément le plus important contenu dans le dernier rapport du GIEC, qui est que nous avons encore la possibilité, et je dirais même que cette possibilité est en fait une responsabilité, nous avons encore la possibilité, par les actions, par les choix que nous poserons au cours des 10 prochaines années, globalement jusque 2030-2035, de déterminer quelle sera la hausse de température que nous connaîtrons au cours de notre vie. Nous avons aujourd'hui toutes les connaissances, toutes les technologies et même toutes les ressources financières qui nous permettent de respecter les objectifs de l'accord de Paris. La grande question, c'est celle de notre volonté, de notre capacité à les déployer. Mais véritablement, ce que nous allons faire, ce que nous allons décider au cours des prochaines années, c'est cela qui va déterminer la trajectoire sur laquelle nous allons nous trouver au cours de notre vie. Et donc la hausse de température à laquelle nous allons nous-mêmes être exposés. En d'autres termes, si je reprends le graphique précédent, nous savons que les bandes verticales que nous allons ajouter au graphique pour 2024, 25, 26 et les années suivantes, nous savons que ce seront également des bandes rouges. Mais par contre, nous avons la possibilité de déterminer si ce seront plutôt des bandes rose pâle, rouge vif, écarlate, carmin, grenat, vermillon, cramoisi. Google vous donnera d'autres synonymes, mais ce que je veux dire ici, c'est que nous avons la possibilité de décider si la hausse de température que nous connaîtrons au cours de notre vie, ce sera plutôt plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 5 degrés. Et c'est évidemment là que tout va se jouer, parce que chaque dixième de degré de hausse de la température va compter. Si on pense qu'on est face à un problème binaire, ben non seulement on va être à côté de la plaque d'un point de vue scientifique, mais surtout, on va avoir tendance à se décourager et à minorer l'impact et l'importance de ses propres actions. On va se dire, à quoi ça sert que la France agisse alors que la France ne représente que X% des émissions si la Chine et l'Inde font ceci ou font cela? Et souvent d'ailleurs en n'ayant absolument aucune idée de ce que font la Chine ou l'Inde. On va se dire, à quoi ça sert que mon entreprise agisse si mes concurrents ne font rien? À quoi ça sert que moi j'agisse à mon niveau si mon voisin fait ceci ou si ma belle-sœur fait cela? On va avoir tendance à minorer l'impact de ses propres actions. Et le problème, évidemment, c'est que de nombreux discours politiques et médiatiques vont effectivement nous donner à penser qu'on serait face à un problème binaire, que ça va être blanc ou noir, pile ou face, comme si la transition était une sorte de bataille qu'on va gagner ou qu'on va perdre. Est-ce qu'il est encore temps d'agir? Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce que la COP28 ou la COP29 peut encore sauver le climat? Est-ce que c'est la réunion de la dernière chance? Tout ça nous donne à penser qu'on serait face à un problème binaire, alors qu'on est face à un problème graduel. Et c'est évidemment important de rappeler que les hausses de température, elles sont mesurées par rapport à une température moyenne annuelle mondiale et pas évidemment par rapport à la température ambiante. Je suis frappé du nombre de gens
qui s'imaginent encore qu'on mesure par rapport à la température ambiante et qui donc vont logiquement se dire « Attendez, 1/10 de degré de température, est-ce que vraiment c'est perceptible? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre 1,5 degré et 2 degrés ?» Ou qui vont se dire finalement 2 degrés de plus à Valenciennes en janvier, pourquoi pas? Et je comprends évidemment qu'on se pose ce type de réflexion, mais on est par rapport à une moyenne annuelle mondiale, et d'une part, la température en France se réchauffe plus vite que la moyenne annuelle mondiale, parce qu'on est sur un continent et que la température se réchauffe plus vite sur Terre que sur mer, et aussi parce que les courants atmosphériques font que l'Europe est une région du monde où les changements de température sont plus marqués que la moyenne mondiale. Et puis c'est évidemment aussi par rapport à une moyenne annuelle. La température moyenne annuelle en France, elle est de 14 degrés. Donc ça veut dire que aujourd'hui, alors que la température annuelle moyenne mondiale a déjà augmenté de 1,3 degré par rapport à son niveau d'avant la révolution industrielle, en France, on est déjà sur une hausse de température de plus 2 degrés. Vous avez déjà tous été fiévreux et vous savez que quand vous avez 38 de fièvre, vous n'êtes pas du tout dans le même état que lorsque vous avez 41. Et donc, la France à plus 2 degrés, ce n'est pas du tout la même chose que la France à plus 5 degrés. Parce qu'encore, ces variations à 38 et 41, on les mesure par rapport à la température moyenne de votre corps, qui est comprise aujourd'hui entre 36 et 37 degrés. Si on compare ça à 14 degrés, ça fait évidemment des écarts gigantesques qui vont avoir et produire des impacts considérables sur les écosystèmes, évidemment, mais aussi sur notre santé et sur tous les éléments de la chaîne de valeur de toute entreprise. Depuis les chaînes d'approvisionnement jusqu'aux sites de production, en passant par la productivité des travailleurs, y compris des travailleurs en col blanc. Troisième élément, troisième malentendu à dissiper, nous sommes face à un problème de stock et non face à un problème de flux. On le sait, ce qui crée la hausse des températures, c'est la hausse continue des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ce qui crée cette hausse continue des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est le fait que la plupart des gaz à effet de serre, à l'exception du méthane, ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère, généralement de plusieurs siècles. Dans le cas du dioxyde de carbone, ça peut même aller jusqu'à 4500 ans. Vous avez derrière moi la courbe qui montre l'évolution de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère au cours du temps. Vous voyez qu'au XVIIIe siècle, et je pourrais remonter facilement encore 10 000 ans en arrière, on avait un taux qui était relativement constant, autour de 280 parties par million. Qu'à partir de la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, ce taux commence à augmenter et qu'il part en flèche après la Seconde Guerre mondiale, pendant les 30 Glorieuses, pour atteindre aujourd'hui environ 420 parties par million. Le problème, c'est que tant que nous émettons des gaz à effet de serre, fût-ce en quantité réduite, comme ces gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère, eh bien, cela suffit à faire continuellement augmenter ce taux de concentration. Littéralement, c'est comme si vous faisiez couler un bain dans une baignoire. Tant qu'il y a de l'eau qui sort du robinet, même si vous ralentissez le débit du robinet, eh bien, ça suffit pour faire monter continuellement le niveau de l'eau du bain. Et même si vous arrêtez complètement le robinet, eh bien, vous savez qu'il faudra encore plusieurs heures, sinon plusieurs jours, avant que l'eau ne commence à s'évaporer et que le niveau dans la baignoire ne commence à descendre. C'est exactement pareil avec les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le moment où on coupe l'arrivée d'eau du robinet pour les gaz à effet de serre, c'est le moment où nous atteignons la neutralité carbone, c'est-à-dire le point d'équilibre entre les quantités de gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère et celles que la Terre est capable d'absorber. Ce point de neutralité carbone,
on s'est mis d'accord l'an dernier à la COP28 de Dubaï pour convenir qu'on devait l'atteindre au plus tard en 2050. Et c'est fondamental que nous nous soyons mis d'accord sur un calendrier, et c'est vraiment un pas important dans la gouvernance mondiale du climat, mais ça veut dire aussi que pendant les 26 prochaines années, nous allons baisser nos émissions de gaz à effet de serre, nous allons décarboner de plus en plus nos économies, et pour autant, les températures ne vont pas baisser tout de suite. Elles vont même continuer à augmenter jusqu'à ce que nous atteignions ce point de neutralité carbone. Et donc forcément, beaucoup de gens, et de plus en plus de gens, vont commencer à se dire « à quoi bon? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on fait ça si nous ne voyons pas les températures baisser ?» Et vous aurez même des légions de tocards sur les réseaux sociaux emmenés par Florian Philippot qui vont dire « mais attendez, on baisse nos émissions et pourtant les températures augmentent, c'est donc que pour faire baisser les températures, il faut augmenter nos émissions. » Et nous, chercheurs, on aura beau arriver avec tous les graphes, toutes les courbes et tous les tableurs Excel du monde que vous voulez, tant que les gens ne verront pas les températures baisser, ben ça va être assez compliqué. Imaginez que, comme moi, vous cherchiez à perdre un peu de poids. Un rapide coup d'œil dans l'auditoire me dit que je suis le seul concerné par cette situation. Imaginez donc que vous soyez à ma place et que vous cherchiez à perdre un peu de poids. Que vous couriez 10 km tous les matins, que vous vous priviez de dessert à chaque repas, que vous ne touchiez plus à une goutte d'alcool. Je ne fais évidemment rien de tout ça, mais imaginez. Imaginez que vous vous astreigniez à ce régime drastique et que pourtant, chaque soir, au moment de monter sur la balance, vous ayez encore pris du poids. Sincèrement, moi je ne tiens pas 10 jours à ce régime. Parce que nous avons besoin de pouvoir toucher du doigt, évidemment, les résultats de nos actions. Sinon, ça en devient un peu désespérant. Et c'est une grande difficulté, évidemment, avec la transition. Parce que, pour compliquer encore un peu plus les choses, il y a non seulement un décalage dans le temps entre nos actions et les conséquences de nos actions, mais il y a aussi, évidemment, un décalage dans l'espace. Évidemment, le climat se fiche éperdument que les émissions proviennent de Valenciennes, de Paris, de Washington ou de Shanghai. Ça veut dire que nous sommes tous extraordinairement dépendants les uns des autres. Littéralement, ce que nous décidons à Valenciennes, en France, en Europe, a une conséquence sur le climat du Bangladesh, du Pakistan ou du Soudan. Et évidemment, les Bangladais, les Soudanais ou les Pakistanais n'ont rien à dire sur nos décisions en matière de politique climatique. De la même manière que nous n'avons rien à dire sur les décisions en matière de politique climatique et énergétique qui sont prises en ce moment même au Caire, à Lagos, à Mexico, à Jakarta ou évidemment à Delhi. Alors que notre futur climatique, d'une certaine manière, dépend aussi de ces décisions. Sur le graphe qui est à l'écran, chaque petit carré représente 10 millions de tonnes de CO2. Vous voyez qu'en 1800, on émettait 30 millions de tonnes. 2 siècles plus tard, en 2019, on a multiplié ça par plus de 1000, puisqu'on émet désormais à peu près 36 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Mais ce qui est important ici, c'est la couleur des petits carrés qui indique la provenance géographique des émissions. Les émissions en provenance de l'Europe sont indiquées en brun. Et vous voyez que l'Europe, en 1960, représentait 42% des émissions. En 2019, elle ne représentait plus que 15%. Mais pas du tout parce que l'Europe avait réduit ses émissions dans l'intervalle. On voit bien qu'il y a davantage de carrés bruns à droite qu'à gauche de l'écran. Mais simplement parce que d'autres régions du monde, à commencer par l'Asie en jaune, avaient augmenté leurs émissions pendant cette période, en passant, dans le cas de l'Asie, de 16 à 48%. Et si les pays asiatiques avaient à ce point augmenté leur part des émissions mondiales, c'est évidemment parce qu'ils s'étaient développés et que ces pays, la Chine en tête, avaient suivi une trajectoire de développement en tout point comparable à la nôtre, c'est-à-dire une trajectoire de développement fondée sur l'exploitation des énergies fossiles, du charbon, du pétrole et du gaz.
Ça veut dire qu'une partie de la lutte contre le changement climatique se situe aussi dans le bas du tableau, dans des pays qui ne sont pas de gros émetteurs de gaz à effet de serre aujourd'hui, mais qui risquent de le devenir demain s'ils suivent la même trajectoire de développement que nous. Et c'est évidemment tout l'enjeu et toute la difficulté à la fois des négociations internationales. Comment envisager des trajectoires de développement bas carbone pour les pays du Sud? Mais pour nous, ça veut dire très concrètement qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre notre niveau d'émissions personnelles ou celui de notre pays ou de notre entreprise et le niveau d'impact auquel nous serons confrontés personnellement ou notre entreprise ou notre pays. Quand le changement climatique produit ses effets en Suède, évidemment, il ne dit pas « Non, toi, Greta, je t'épargne parce que tu as bien fait tout ce qu'il fallait, et les impacts du changement climatique, ça sera uniquement pour les autres Suédois. » Bien sûr que non. Et donc, ce décalage dans le temps et dans l'espace est un frein considérable à la transition, et je pense qu'on met là le doigt sur ce qui est peut-être aujourd'hui la difficulté principale dans la manière d'activer la transition en France et globalement dans les pays industrialisés, c'est-à-dire le fait que, bien sûr, nous avons envie d'agir pour le climat, mais nous craignons, si nous agissons pour le climat, d'agir aussi un peu contre nos intérêts, de devoir sacrifier certains de nos intérêts immédiats au profit de dividendes climatiques futurs dont profiteront les autres ou les générations d'après. Et ça, évidemment, c'est très, très difficile. Il y a maintenant un peu plus de 2 ans de cela, après l'élection présidentielle, avec ma femme et nos enfants, on était allés passer quelques jours de vacances en Normandie. Et sur la plage, nos enfants avaient commencé à jouer avec les enfants d'un autre couple. Une chose en entraînant une autre, on avait commencé à discuter un peu avec ce couple, puis on avait sympathisé avec ce couple, réalisé qu'on logeait dans le même hôtel, c'était l'hôtel en face de la plage. Et puis, de fil en aiguille, on avait pris l'apéritif avec ce couple, puis on avait dîné avec ce couple, on s'était arrêté là, mais au cours du repas, évidemment, comme on était en France, nous avons discuté de politique, et ce couple, de nous dire d'emblée pour qui ils avaient voté. À l'élection, ils avaient voté pour Yannick Jadot et pour Emmanuel Macron. Mais pas du tout, parce que l'homme et la femme avaient des opinions politiques différentes. Au contraire, ils étaient tous les deux parfaitement raccords politiquement. Mais simplement, là, accrochez-vous parce que moi j'ai été un peu surpris, ils avaient décidé de faire un vote stratégique. Ils avaient considéré qu'en tant que couple, ils avaient droit à 2 voix, et donc ils avaient décidé de panacher. L'un avait voté Jadot, l'autre avait voté Macron. Au point qu'ils n'étaient plus tout à fait sûrs d'ailleurs de qui avait voté Jadot et qui avait voté Macron. Je dis, j'espère que vous n'êtes pas trompés, parce que sinon... Et là, je dis, mais enfin quand même, c'est un panachage un peu curieux quand même, parce que j'imagine volontiers qu'on puisse hésiter entre 2 candidats de gauche ou entre 2 candidats de droite. Mais quand même, Jadot et Macron, avec tout le respect que j'ai pour les 2 candidats, c'était quand même pas tout à fait le même programme pour l'élection présidentielle. Et leur réponse, je crois, met exactement le doigt sur le problème auquel nous faisons face. Il avait dit, oui, on a longtemps hésité, on était très tiraillés, et je comprends que notre choix, un peu baroque, puisse surprendre, mais notre raisonnement était le suivant. On a des enfants, on est, comme tout le monde, très inquiet de la terre qu'on va léguer à nos enfants, très préoccupé par les problèmes de climat, de biodiversité, etc. Et donc pour nous, c'était très important de voter pour le candidat écologiste. Et on le ressentait même presque comme un devoir moral. Mais d'un autre côté, nous deux, on travaille tous les deux dans la banque et la finance, et donc il fallait bien aussi qu'on veille à protéger nos propres intérêts immédiats, et donc on a voté pour le candidat libéral qui nous semblait le plus à même de protéger nos intérêts immédiats. J'ai dit, je comprends. On est tous un peu dans la même situation, c'est-à-dire tiraillés entre des valeurs et des préoccupations et des intérêts. Et bien sûr, nous avons tous des valeurs et des principes qui sont importants pour nous,
Mais la réalité, c'est que nous sommes aussi guidés par nos intérêts, et nos intérêts ne sont pas toujours tout à fait alignés avec nos valeurs et nos principes. Et dans le cas de la lutte contre le changement climatique, dans le cas de la transition, le problème, c'est que nos intérêts climatiques, à savoir la baisse de température, ben effectivement, n'est pas aligné ni dans le temps ni dans l'espace avec nos actions. Et donc tout l'enjeu, je crois, va consister à réconcilier notre préoccupation pour le climat et pour l'environnement avec nos intérêts. Et c'est fondamental parce que très souvent, nous sommes guidés par nos intérêts et que les entreprises, a fortiori, doivent trouver dans la transition un intérêt économique et financier pour l'engager. Et c'est là où je crois aussi qu'en termes de communication, nous avons fait fausse route et qu'il s'agit de renverser la table, parce que trop souvent, nous avons insisté sur les risques qui étaient associés à l'inaction. On a dit, si on ne fait rien, voilà ce qui va vous arriver, alors que ces risques n'étaient pas directement corrélés à l'action. Mais jamais on n'a véritablement insisté sur les bénéfices, sur les intérêts associés à l'action. Et c'est, je pense, le verrou qu'il faut faire sauter. Et je pense qu'il y a 3 leviers en particulier que les entreprises vont pouvoir activer. Le premier levier, c'est celui de la trajectoire. Aujourd'hui, l'essentiel de nos objectifs de transition sont formulés à des horizons de moyen ou de long terme. On va dire moins 55% d'émissions en 2030, neutralité carbone en 2050, plus de degrés maximum en 2100. Et ces objectifs de moyen et de long terme sont évidemment importants pour cadrer des stratégies et des politiques publiques, mais elles entraînent, je crois, un triple effet pervers. D'abord, c'est un effet de dilution de responsabilité. Le Financial Times, il y a quelques mois, s'est amusé à corréler les objectifs de neutralité carbone de plusieurs grandes multinationales avec la durée moyenne que passait un PDG à leur tête. Regardez la première ligne du tableau, LafargeHolcim, grande multinationale française, numéro 1 mondial du ciment, qui représente à peu près 6% des émissions mondiales. Lafarge s'est fixé un objectif de neutralité carbone pour 2050. Très bien. Le problème, c'est que d'ici 2050, au rythme actuel, Lafarge aura épuisé 13 PDG. Est-ce que le PDG numéro 12 se sentira lié par les objectifs climat décidés par la PDG numéro 10, qui elle-même avait été rappelée en urgence après que le PDG numéro 9 avait mis les comptes de la boîte dans le rouge? Pas garanti. Pareil en politique. Si Donald Trump est réélu à la Maison-Blanche le mois prochain, est-ce qu'il va se sentir lié par les objectifs climat de Joe Biden? Je pense que vous connaissez la réponse aussi bien que moi. Et donc, quand on va prendre des objectifs de moyen ou de long terme, on va surtout en réalité passer le problème au suivant, voire même au successeur du suivant. Quand les chefs d'État s'engagent lors de l'accord de Paris en 2015 sur une hausse maximale de la température d'ici 2100, eh bien, ils savent évidemment tous très bien qu'ils seront tous morts d'ici 2100 et qu'il n'y aura aucun député d'opposition en 2099 pour venir les titiller et leur dire « Dites donc, où est-ce qu'on en est exactement par rapport à cet objectif ?» Et donc, c'est le premier effet pervers, un problème de dilution de la responsabilité. Deuxième effet pervers, un problème de procrastination. Quand je donne un devoir à faire à mes étudiants, leur première réaction, systématiquement, c'est toujours d'essayer de négocier avec moi la date de rendu la plus éloignée possible dans le futur. Et quand ils voient que je suis réticent, ce qui est toujours le cas, ils essayent toujours et systématiquement de venir avec un argument qu'ils pensent naïvement être un argument massu à même de vous convaincre. Ils me disent « Mais monsieur, comme ça, on aura plus de temps pour travailler. » Je leur dis « Mais bande de grands dadais, ne me prenez pas pour un idiot. J'ai été étudiant avant vous,
je sais parfaitement que ce devoir, vous allez le faire en dernière minute, le week-end avant la date de rendu. Et je leur dis, convenez que vous me le rendez lundi prochain, comme ça vous le faites ce week-end, et puis on passe à autre chose. Et ça, évidemment, ça ne marche jamais. Et ça ne marche jamais parce que le devoir reste le même, quelle que soit la date à laquelle ils me le rendent. Si la taille du devoir doublait chaque semaine, là, par contre, je pense qu'il y aurait une proportion non négligeable de mes étudiants qui seraient parfaitement d'accord de me le rendre lundi prochain. Et avec le changement climatique, c'est exactement ce problème. C'est-à-dire que quand on se dit qu'il faut agir d'ici 2030, 2050 ou 2100, nous nous disons aussi mentalement qu'il est possible de prioriser d'autres sujets qui nous apparaissent comme plus urgents et du reste parfaitement légitimes. La guerre en Ukraine, la lutte contre l'inflation, le dérapage des comptes publics, et on se dit que voilà, il y a d'autres priorités qui sont encore plus urgentes et qu'il faut faire passer avant. Le problème, c'est que pour chaque année que nous perdons, ce sont des milliards de tonnes de gaz à effet de serre qui se retrouvent dans l'atmosphère et que nous aurons énormément de mal à récupérer. Troisième effet pervers, je pense, il touche à notre motivation. Et ça induit une certaine forme de défaitisme ou de découragement. Et je suis très frappé et très inquiet de la montée d'un discours défaitiste aujourd'hui dans la population qui voudrait croire que les objectifs sont hors d'atteinte, qu'on n'y arrivera jamais, que la transition n'arrivera pas, etc., etc. Parce qu'en fait, nous nous sommes fixés des objectifs qui sont en quelque sorte des horizons lointains, mais sans dessiner le chemin qui nous entraîne vers ces horizons. Et que de ce fait, plus nous avançons, plus l'horizon semble s'éloigner, ce qui fait que les objectifs nous apparaissent peu à peu comme des sortes d'Everest infranchissables, alors qu'en réalité, si nous nous fixions une trajectoire, un chemin pour arriver à ces objectifs, eh bien nous pourrions baliser notre effort, nous pourrions rectifier la trajectoire si besoin, et chaque balise serait en quelque sorte une petite victoire à laquelle nous pourrions nous accrocher. Si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je me connais parfaitement, et je sais que je vais continuer à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029. Et que c'est seulement en 2029 que je me dirai branle-bas de combat, tout de suite un abonnement dans une salle de sport, sauf évidemment qu'il sera beaucoup trop tard. Alors qu'à l'inverse, si vous me disiez, François, il s'agit maintenant de perdre 1 kilo chaque année, ou même 100 grammes par mois, eh bien ça dessine pour moi une trajectoire beaucoup plus crédible et réaliste, qui va me permettre de rectifier le tir en cours de route si besoin, et surtout qui va me permettre de baliser mon action, et chaque balise, ce sera une petite victoire qui va me convaincre que je peux y arriver et que je peux revoir à la hausse mes objectifs et mes ambitions. Je suis très frappé de voir à quel point, quand on annonce les chiffres de baisse des émissions de gaz à effet de serre en France, chiffres qui pour le moment sont encore insuffisants mais malgré tout encourageants, à quel point le sujet est rapidement évacué du débat. C'est comme s'il ne se passait rien, c'est comme si la seule chose qui comptait, c'était le point d'arrivée. Mais il faut aussi regarder les étapes intermédiaires. Et il faut aussi pouvoir regarder, quand on baisse nos émissions de 5,8% l'an dernier, quels sont les secteurs qui ont baissé, les secteurs qui ont stagné, les secteurs qui ont augmenté. Et c'est évidemment absolument nécessaire si on veut pouvoir s'appuyer sur des tremplins, si on veut pouvoir prioriser certaines actions. Et c'est aussi absolument nécessaire pour les gens de savoir que cette transition dont on leur parle et dont on leur rabat les oreilles, elle produit des effets. Et que certaines de nos actions, oui, permettent de baisser effectivement nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça me paraît absolument fondamental, et notamment à l'échelle d'une entreprise, si on veut embarquer ses collaborateurs, de pouvoir leur dire où est-ce que nous voulons être dans 3 mois, dans 6 mois, l'année prochaine. Et pas juste où est-ce que nous voulons être dans 30 ans, lorsque la moitié d'entre eux auront quitté l'entreprise. Deuxième levier, la question de l'action des minorités. J'ai longtemps commis l'erreur naïve de penser que la transition s'effectuerait par le basculement de la majorité, que tout le monde allait d'un coup se mettre en marche, tous les gouvernements, toutes les entreprises.
c'est atrocement naïf. La réalité, c'est que la transition, comme toutes les grandes transformations économiques, politiques et sociales qu'on a connues à travers l'histoire, va se faire d'abord par l'action d'une minorité qui va s'engager, qui va faire preuve d'audace et de courage, et qui va pouvoir défricher le chemin dans lequel les autres pourront s'engouffrer à leur tour. Et c'est absolument fondamental. Et c'est là où l'action, même à petite échelle, même dans une PME, a le potentiel de transformer les choses à beaucoup plus grande échelle. Je vous donne simplement cet exemple qui est celui de la mobilité urbaine. À Paris, à Lille, comme dans toutes les grandes villes, il ne vous aura pas échappé qu'il y avait de plus en plus de cyclistes, de plus en plus de pistes cyclables, et les chiffres montrent qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui font du vélo tous les jours. Vous aurez même peut-être vu cette statistique assez étonnante qui dit qu'il y a à Paris désormais davantage de cyclistes que d'automobilistes. Et cette évolution, on la voit à l'échelle du globe dans toutes les grandes capitales et dans toutes les grandes villes. Eh bien, elle doit beaucoup à une initiative qui a été prise par la ville de La Rochelle dans les années 70. Dans les années 70, la mairie de La Rochelle a l'idée de proposer aux Rochelais un système de vélo en libre service. Et à l'époque, personne n'est prêt à miser un copec sur ce système. On est dans les années 70, et donc les seuls qui font du vélo, c'est les coureurs du Tour de France. Et on pense volontiers que les gens ne se mettront jamais au vélo, que les vélos seront volés ou vandalisés. La mairie s'accroche, met en place le système, qui est un énorme succès, un succès tel qu'on va bientôt piétoniser certaines rues du centre-ville, et que d'autres villes commencent à regarder ce succès avec envie. Et c'est comme ça que, quelque temps après, Rennes décide de mettre en place le même système. Et après Rennes, ça sera Lyon. Nouveau succès à Lyon. Et puis, comme souvent, Paris va copier Lyon et va même trouver un modèle économique pour ce système. Ce seront les Vélib'. Et vous vous souvenez qu'à leur introduction, les Vélib' font sensation. Tout le monde commence à faire du vélo. Et tout le monde, ça veut dire à la fois tous les Parisiens, mais aussi tous les touristes. Destination touristique mondiale, ce sont des milliers, voire des millions de touristes qui pédalent sur des Vélib' et qui, une fois rentrés chez eux, se disent « on peut faire la même chose dans notre ville ». Et c'est comme ça qu'en l'espace de quelques années, toutes les grandes villes du monde vont s'équiper d'un système comparable à celui des Vélib'. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a cette véritable transformation de la mobilité urbaine. Bien sincèrement, si on avait dit aux Rochelais qui pédalaient dans les années 70 que leur coup de pédale allait potentiellement transformer la mobilité urbaine à l'échelle du monde quelques années plus tard, je ne suis pas sûr que tous y auraient cru. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ça dit bien à quel point chaque initiative, chaque innovation, chaque décision qu'on va prendre, y compris à notre échelle, dans nos collectivités, dans nos entreprises, aussi petites que soit l'entreprise, a un potentiel démultiplicateur, un potentiel immense de levier, à condition qu'on en fasse la publicité. Et c'est pour ça qu'il est vraiment, je crois, plus que jamais important de pouvoir nous inspirer les uns les autres, de pouvoir voir comment certaines initiatives peuvent être dupliquées, améliorées. Et je suis très frappé, alors que ce bruit ambiant voudrait faire croire que la transition n'arrivera pas, qu'on n'y arrivera pas, de voir à quel point la transition s'opère déjà à bas bruit dans tellement d'entreprises et dans tellement de collectivités. Et à quel point il y a énormément de solutions qui existent, d'initiatives assez formidables qui sont lancées et qui ont besoin de passer à l'échelle. Et je suis toujours Marie quand je vois le temps et l'énergie que nous passons, notamment sur les réseaux sociaux, à pointer du doigt ceux qui sont immobiles, ceux qui n'avancent pas, voire qui reculent. Et je me dis que si nous étions capables de consacrer ne serait-ce qu'une fraction de ce temps et de cette énergie à valoriser et à encourager ceux qui avancent, je crois que nous ferions des pas de géants parce que nous pourrions nous inspirer les uns des autres et c'est comme ça que la majorité s'engagera dans la voie qui a été défrichée par les premiers et par les pionniers.
Troisième et dernier levier, et puis je conclus pour qu'on ait un peu de temps pour les questions, c'est le levier du projet. Nous avons aujourd'hui une fâcheuse tendance à voir la transition comme une contrainte qui nous tombe sur les épaules. Et la manière dont on en parle dans les débats est toujours comme d'une suite d'efforts à fournir, de coûts supplémentaires à supporter, de sacrifices à accepter, de renoncements auxquels consentir, c'est-à-dire une liste de choses dont personne n'a envie. Aucun d'entre vous ne s'est levé ce matin en se félicitant des nouvelles contraintes auxquelles il ou elle allait se plier au cours de la journée. Et certainement pas moi. Et je crois que si nous avons cette idée de la transition comme d'une contrainte, c'est parce que nous savons là où nous ne voulons pas aller. On sait le chemin que nous ne voulons pas emprunter, on sait à quoi ressemble le monde dans lequel on ne voudrait pas habiter. C'est le monde qui est décrit dans les travaux du GIEC ou de l'IBES, dans les travaux scientifiques. C'est un monde ravagé par les impacts du changement climatique où la biodiversité aurait quasiment disparu. Et donc on sait ce qu'on veut éviter. Mais on a beaucoup de mal à savoir exactement là où nous voulons aller. Quelle voie souhaitons-nous emprunter? À quoi ressemblerait concrètement un monde décarboné? À quoi ressemble concrètement la transition? Autant nous avons une forme de consensus sur ce qu'on veut éviter, et 85% des Français se disent tracassés, voire très tracassés par les impacts du changement climatique, autant on voit bien que ce consensus vole en éclats dès lors qu'on commence à parler des solutions, parce qu'on n'a pas du tout de consensus sur le chemin qu'on veut emprunter et qu'on va projeter différents imaginaires sur ce monde idéal dans lequel on voudrait habiter. Un imaginaire technofuturiste où nous habiterions à bord d'un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre piloté par Elon Musk. Un imaginaire janséniste où la vie serait faite de privations, de limitations, de quotas et d'interdictions. Un imaginaire un peu bobo naïf où Max et Lily font du vélo tout nus dans un champ de coquelicots avant de retourner à leur lopin de permaculture et d'aller vendre leur production sur le marché bio-local. Et évidemment, chaque imaginaire va toucher une partie de la population, mais collectivement, nous avons du mal à forger un consensus politique et social sur cette transition, sur là où nous voulons aller. Et c'est là, je crois, qu'il est absolument fondamental de pouvoir incarner cette transition. Et les entreprises me semblent être les mieux placées pour pouvoir incarner par des réalisations concrètes à quoi ressembleraient des transports décarbonés, des logements décarbonés, une alimentation décarbonée, et pourquoi nous y avons collectivement intérêt immédiatement, parce que des transports décarbonés, c'est aussi des transports plus efficaces, plus rapides, plus fiables. Des logements décarbonés, ce sont aussi des logements plus agréables, plus confortables, avec une moindre facture d'énergie. Une alimentation décarbonée, c'est aussi une alimentation plus saine, meilleure pour notre santé. C'est-à-dire que là, nous avons des bénéfices qui sont tangibles immédiatement, qui sont pour nous et pas uniquement pour les autres. Et ça me paraît fondamental parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous sommes, par rapport à la transition, un peu dans le même état d'esprit que celui qui était le nôtre à Paris au début du mois de juillet, dans l'attente des Jeux Olympiques. Ce n'était que protestations et récriminations à tous les coins de rue, c'était des embouteillages partout, des travaux à n'en plus finir, des touristes qui n'arrivaient pas, des hôteliers, des restaurateurs qui se plaignaient, des taximens qui vociféraient contre les embouteillages, des grillages qu'on installait partout et qui donnaient l'impression d'être en prison chez soi, et c'était des doutes sur notre capacité à réussir ces Jeux Olympiques. Ça allait être un fiasco phénoménal, la France allait être la risée du monde, les transports n'allaient jamais fonctionner, les touristes n'allaient pas venir, rien n'allait fonctionner, et les Parisiens fouillaient en masse la capitale pour ne pas devoir assister de leurs yeux à ce fiasco. Et puis la cérémonie d'ouverture a commencé, et elle avait à peine commencé depuis quelques minutes, que tout le monde a bien compris que ces Jeux n'allaient pas du tout être un fiasco, mais au contraire allaient être un succès phénoménal. Et les Parisiens qui avaient fui la capitale ont commencé à se mordre les doigts et à se dire qu'ils avaient pris là une des décisions les plus stupides de leur vie.
Nous sommes, je crois, un peu dans le même état d'esprit. Tant que nous ne verrons pas concrètement quels sont les bénéfices de la transition pour nous, nous allons avoir tendance à la mettre en cause, à la questionner et à douter de notre capacité à la réussir. Or, je crois, l'enjeu fondamental, c'est de transformer ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une contrainte en un projet. Parce que la contrainte, d'une part, va nous amener à en faire le moins possible, parce que nous n'aimons pas nous plier à la contrainte, et surtout, elle va avoir tendance à nous diviser, parce que nous allons toujours considérer que cette contrainte, elle est inégalement répartie entre les jeunes et les vieux, entre les riches et les pauvres, entre les urbains et les ruraux, etc., etc. Or, bien entendu, tout l'enjeu, à mon avis, c'est de transformer cette contrainte en projet, parce qu'un projet va nous amener à en faire toujours plus, parce que c'est quelque chose auquel nous allons aspirer fondamentalement, et c'est aussi quelque chose qui va pouvoir nous rassembler. Et je pense que c'est par ce passage qu'à mon sens, les entreprises et les collectivités sont les mieux placées pour réaliser, que nous parviendrons collectivement à réussir le défi de la transition. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, mais j'attends vos questions. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques questions. François a un train à 19h50 à la gare, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous n'aurez pas qu'il le loupe, parce que c'est le dernier pour Paris. Mais donc, on va prendre un quart d'heure de questions, grosso modo. On vous laisse lever la main et avec Hugo, on se déplace. Mais je suis très efficace dans les gares. Bonsoir, merci Bonsoir. pour cette présentation. On vous a présenté au début comme aussi un spécialiste des migrations environnementales. Oui. Et donc, comme vous n'en avez pas parlé, je me demandais comment vous intégrez ce sujet-là dans la transition dont vous nous avez parlé. Bien sûr, ça fait partie de ce qu'on appelle les impacts indirects du changement climatique. Donc on a d'abord les impacts directs sur les écosystèmes, la hausse des températures, des phénomènes extrêmes, la hausse du niveau des mers. Et puis, il y a toute une série d'impacts indirects qui vont toucher les sociétés humaines en termes de migration, en termes de paix et de sécurité, etc., etc., en termes de développement, d'inégalité. On a volontiers tendance à décrire ces migrations liées au changement climatique, ces réfugiés climatiques, comme on dit parfois, comme si c'était un risque futur que nos baisses d'émissions pourraient éviter. On ne réalise pas suffisamment à quel point c'est une réalité présente et à quel point chaque année, le changement climatique déplace des millions de personnes. En 2023, on a enregistré 26 millions de déplacements liés à des catastrophes climatiques. Et il faut ajouter les gens qui partent à cause de dégradations plus lentes de leur environnement, comme la hausse du niveau des mers ou la dégradation des sols. Donc on est déjà sur un phénomène qui est assez massif, qui demande des réponses politiques immédiates et qui aussi, je crois, ne doit pas être considéré comme une catégorie à part des migrations dites économiques ou politiques traditionnelles, mais je pense il est important de bien comprendre comment ces migrations dites climatiques s'intègrent dans les facteurs de migration et à quel point le changement climatique va aussi influer sur les facteurs économiques et politiques traditionnels de migration. À quel point le changement climatique va priver de revenus certaines familles, notamment dans des régions rurales, à quel point le changement climatique va provoquer des tensions et des conflits et donc des migrations. Je pense que c'est évidemment pour ça que dans la question de la transition, il faut envisager à la fois, évidemment, nos politiques de décarbonation, mais aussi nos politiques d'adaptation. En d'autres termes, comment va-t-on gérer les impacts? Et je déplore que souvent la question de l'adaptation soit réduite à des questions d'infrastructure. Comment est-ce qu'on va renforcer les infrastructures pour protéger certains lieux stratégiques et particulièrement menacés? La question de l'adaptation, elle va aussi concerner toute une série de politiques publiques et notamment la manière dont on va gérer l'immigration et l'asile. Le problème aujourd'hui, c'est que sur ce sujet, on a l'impression qu'il n'est plus possible de discuter rationnellement et que nous avons le sentiment que toutes les politiques sont en réaction à des drames, sont en réaction à des afflux massifs, et donc c'est toujours une sorte un peu de sauve qui peut, où à chaque problème, on se dit qu'il faut absolument modifier la législation.
Le problème, c'est qu'on ne parvient pas sur ce sujet à avoir une vision véritablement prospective, en se disant comment va-t-on faire pour essayer d'organiser au mieux les migrations dans le futur, pour essayer d'en maximiser les bénéfices et d'en réduire les risques qui peuvent y être associés. Et ça, nous n'avons pas encore la capacité, je pense, à adopter cette approche prospective, et il faudra évidemment que nous ayons cette capacité, sinon nous allons chaque fois nous fracasser le nez sur le mur et réaliser à quel point nous aurions pu éviter toute une série de choses si on avait eu une vision prospective. Et donc c'est très important, et je me réjouis de voir que la question de l'adaptation, qui a longtemps été complètement ignorée dans la transition, commence à arriver un peu dans le débat public. J'espère que le gouvernement pourra remettre sur le métier le dossier de l'adaptation qui avait été interrompu par la dissolution. Mais c'est très important de ne pas réduire la question de l'adaptation à la question de la protection des infrastructures, mais d'envisager aussi la manière dont nos politiques publiques et dont nos grands sujets économiques, sociaux et politiques vont être transfigurés par la question climatique. Merci François, j'aurais pas dit mieux, très inspirant. Louis Gaveru de la société Arboriculture, nous on travaille dans la transition paysagère, donc c'est un sujet un peu... D'accord. Alors une question qui m'intéresse, c'est, tu parlais justement des solutions, comment on peut se mettre en action. Nous on est convaincus que pour se mettre en action, il faut imaginer quelque chose d'agréable et ça donne envie d'aller de l'avant. Est-ce que tu aurais des exemples à donner pour des entreprises justement de comment on peut aller de l'avant, quelle histoire on peut raconter pour donner envie en fait d'aller de l'avant et de changer? Merci. Je pense qu'il y a d'abord une histoire qui est purement une histoire de compétitivité. Aujourd'hui, parfois, certaines entreprises ont peur d'y aller, ont peur de s'engager davantage parce qu'elles vont regarder les autres, leurs concurrents, et elles vont avoir peur que leur compétitivité soit un peu grevée si elles s'engagent davantage. Et je pense que c'est important de bien leur dire que l'économie du XXIe siècle, ce sera une économie décarbonée. Et que donc, les premiers qui vont aller dans cette voie vont avoir un avantage concurrentiel dans leur secteur d'activité. Et que globalement, le fait d'y aller maintenant, c'est une possibilité de se placer dans la locomotive ou au moins dans les wagons de tête de ce train de l'économie décarbonée. Et qu'au contraire, une posture attentiste risque de voire même carrément de rester à quai. Ça, je pense que c'est un élément important. Un deuxième élément important à dire aux entreprises, c'est sur la question de la valeur qu'on va donner au travail. Je le vois avec mes étudiants à HEC. Évidemment, quand ils vont choisir une entreprise dans laquelle travailler, la question du salaire va rester importante, mais aussi la question du sens qu'ils vont donner à leur travail, et de plus en plus la volonté que le sens qu'ils donnent à leur travail soit en adéquation avec les valeurs de leur vie. Et je crois que ça, c'est un truc très important à dire. Est-ce qu'on peut se dire, au moment où on va passer sa journée de travail, qu'on a concrètement contribué à une œuvre collective qui nous dépasse et à réussir un certain défi? J'ai été très marqué, par exemple, par des séances que j'ai pu faire avec des ouvriers de la filiale de Vinci qui s'occupent de construire des routes et des autoroutes. Et qui disaient, pour nous, c'était en fait difficile parce qu'on se rendait compte que, d'abord, c'est un métier très ardu et compliqué de mettre le goudron, etc., les enrobés routiers. Et puis surtout, non seulement c'était difficile, mais en plus, on avait l'impression de faire du mal à la planète et d'aggraver le problème. Ils disent, et depuis qu'on nous met sur d'autres missions, sur des missions de végétalisation de cours d'école, sur des missions où on va transformer les enrobés avec des routes plus claires, qui permettent notamment des économies d'énergie de carburant, on a quand même un autre sentiment à la fin de la journée, et c'est très important pour les collaborateurs d'une entreprise dans le sens qu'ils vont trouver à leur travail, et pas seulement des cadres, c'est aussi le cas pour les ouvriers et vraiment pour ceux qui vont concrètement mettre la main à la tâche. Et je pense que c'est vraiment aussi un récit à raconter quand on va parler des héros du climat. On va toujours mettre en avant des militants en colère. Je crois que c'est important aussi de mettre en avant des gens qui vont aller poser des panneaux solaires, des gens qui vont transformer les paysages, des gens qui vont transformer les enrobés routiers, etc. Et c'est tous ces gens qui aussi sont des héros de la transition et qui, à la fin de leur journée de travail, peuvent se dire aujourd'hui, j'ai contribué à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, et je pense que c'est quand même une belle satisfaction du devoir accompli. Il y a aussi une question de la valeur des entreprises. Donc, on voit bien que la manière dont on va évaluer les entreprises est en train de changer. On voit bien que la CSRD, donc la directive sur la responsabilité sociale des entreprises,
rééquilibre un peu les plateaux de la balance en disant aux entreprises, vous allez non seulement devoir fournir une comptabilité financière classique, mais également mesurer votre impact social et environnemental. Et il va falloir équilibrer les deux plateaux. Et donc on va juger de votre performance non seulement à l'aune de vos résultats financiers, mais aussi à l'aune de vos résultats environnementaux et sociaux. Et très clairement, auprès des investisseurs, les entreprises qui vont être les plus valorisées dès aujourd'hui, et ça va s'amplifier demain, ce sont les entreprises qui vont contribuer à réduire l'empreinte écologique et potentiellement contribuer à réduire l'empreinte écologique des autres entreprises. Et ce sont les entreprises qui vont avoir le plus de valeur demain. Et je crois que c'est important aussi de raconter ça aux entreprises pour qu'elles se transforment et pour qu'elles aient envie de se transformer. Une dernière question ou deux dernières questions, Maxi? Oui, bonsoir, Aymeric Libaud, fondateur de Nitid, un pure player de la décarbonation massive de la mobilité. D'accord. Merci pour cette intervention. Il y a plein de choses à faire. En entrepreneur, on est bien placé. Ma question, vous avez parlé de La Rochelle dans les années 70 et ces petites cohortes qui se déploient, ça a pris 50 ans. Oui. Est-ce qu'on n'est pas confronté à un problème de vitesse et d'avoir des solutions qui soient évidemment décarbonées? Bien sûr. Bien sûr. Pour La Rochelle, ça a pris 50 ans. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et surtout, la question de l'urgence climatique et environnementale n'était pas aussi grande qu'elle l'est aujourd'hui. Alors bien entendu, nous devons résoudre un dilemme où à la fois nous devons mettre en place des transformations structurelles et de long terme, et en même temps, nous sommes dans l'urgence et dans une course contre le temps. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un niveau de sensibilisation de la population qui est beaucoup plus haut que ce n'était le cas auparavant. Et c'est vraiment, quand on regarde les sondages d'opinion, le niveau de conscientisation progresse année après année. Il y a de plus en plus d'entreprises qui, effectivement, remettent en cause certains de leurs modes de production, certains de leurs modèles d'affaires, etc. Et il y a aussi de plus en plus d'événements qui nous permettent de nous inspirer les uns des autres, de plus en plus de salons, de foires, de remises des prix, de trophées, etc. Et tout ça est très important, je pense, pour effectivement accélérer. Mais aujourd'hui, le gros enjeu, je ne peux pas être davantage d'accord, le gros enjeu, c'est d'accélérer. La bonne nouvelle, c'est que nous avons quand même quelques outils qui nous permettent d'accélérer. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'avais une question. Alors, je travaille à la Caisse d'épargne de France, notamment, je suis directeur d'impact, donc sur tous les sujets de transition. Oui. Et ma question est plutôt de votre perception, finalement, au niveau du monde économique. Est-ce que vous croyez que les acteurs sont prêts, on va dire, à de la décroissance? Parce que souvent, quand on parle de transition, on s'imagine que derrière, ça va être génération de chiffres d'affaires supplémentaires. Mais aujourd'hui, est-ce que vous sentez que le monde est prêt, on va dire, à la décroissance ou à minima, à des renoncements sur ces sujets-là? Je pense qu'on y est bien davantage près qu'on ne se l'imagine. Et je pense qu'en réalité, on réalise bien à quel point nos modèles de croissance traditionnels, hérités du XXe siècle et largement des 30 Glorieuses, atteignent leurs limites. Pas seulement les limites planétaires, mais aussi leurs limites conceptuelles. Et que je pense qu'on se rend compte peu à peu que nous sommes en train de passer de modèles qui étaient axés sur le plus à des modèles qui deviennent de plus en plus axés sur le mieux. Et je pense que la vraie question, c'est est-ce que le plus nous amène du mieux? Un exemple que je note parfois, c'est celui d'un type qui roule en voiture vers l'hôpital pour subir un traitement de chimiothérapie parce qu'il a un cancer, qui sur le chemin prend un appel de son avocat parce qu'il est au milieu d'un divorce compliqué, son attention est distraite et il va emboutir un arbre avec sa voiture. Il est lourdement blessé, doit être transporté à l'hôpital en ambulance, la voiture est déclassée, il faudra la remplacer, l'arbre est abattu, la route est abîmée, son procès pour son divorce va encore s'étaler dans le temps, tout ça va générer énormément de frais médicaux, légaux, de réparation de la route. Ce jour-là, ce type est un champion du PIB. Ce jour-là, il est le héros de Bruno Le Maire. Il va amener des milliers, sinon des millions d'euros supplémentaires et va créer de la richesse pour le pays. Pour autant, ce type aura sans doute passé une des pires journées de sa vie. Et évidemment, je ne souhaite à personne de faire un accident de voiture, ni de développer un cancer, ni d'être au milieu d'un divorce compliqué. Et on voit bien à quel point on peut avoir une contradiction entre le plus et le mieux. Et je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, et c'est pour ça que je trouve que souvent les débats croissance versus décroissance sont présentés de façon binaire et archi-polarisée, qui ne permet pas d'avoir un dialogue constructif, la vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on passe du plus au mieux,
Et donc, quels sont les indicateurs qu'on se donne pour ça? Et là, je pense qu'une avancée majeure, c'est précisément cette fameuse CSRD qui, sous des dehors un peu jargonnants et bureaucratiques, en fait, nous amène à considérer d'autres indicateurs que les seuls indicateurs du chiffre d'affaires, de l'EBITDA ou des parts de marché. Et comment se dire, comment est-ce que vous mettez ces indicateurs 20e siècle en parallèle d'indicateurs 21e siècle et comment est-ce que potentiellement on essaye de rééquilibrer les plateaux de la balance? Pour moi, c'est une avancée fondamentale. Maintenant, l'autre question, c'est comment est-ce qu'on fait pour, en gros, faire la CSRD des comptes publics? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que, à côté du PIB, on ait aussi d'autres indicateurs? Nicolas Sarkozy avait eu l'idée de mettre en place en 2009 la commission Sen-Stiglitz-Fitoussi, qui avait proposé des indicateurs pour la comptabilité nationale pour dépasser un peu le PIB. Le rapport avait été remisé dans un tiroir. C'est peut-être le moment de rouvrir le tiroir.